Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les 3 derniers chapitres du roman Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 35, dans lequel Passepartout ne se fait pas répéter 2 fois l'ordre que son maître lui donne. Le lendemain, les habitants de Savillevaux auraient été bien surpris si on leur eût affirmé que M. Fogg avait réintégré son domicile. Portes et fenêtres, tout était clos. Aucun changement ne s'était produit à l'extérieur. En effet, après avoir quitté la gare, Phileas Fogg avait donné à Passepartout l'ordre d'acheter quelques provisions, et il était rentré dans sa maison. Ce gentleman avait reçu, avec son impassibilité habituelle, le coup qui le frappait. Ruiné, et par la faute de ce maladroit inspecteur de police. Après avoir marché d'un pas sûr pendant ce long parcours, après avoir renversé 1000 obstacles, bravé 1000 dangers, ayant encore trouvé le temps de faire quelque bien sur sa route, échoué au port devant un fait brutal qu'il ne pouvait prévoir et contre lequel il était désarmé, cela était terrible. De la somme considérable qu'il avait emportée au départ, il ne lui restait qu'un reliquat insignifiant. Sa fortune ne se composait plus que de 20 000 livres déposées chez Baring Frères, et ces 20 000 livres, il les devait à ses collègues du Reform Club. Après tant de dépenses faites, ce pari gagné ne l'eût pas enrichi sans doute, et il est probable qu'il n'avait pas cherché à s'enrichir, étant de ces hommes qui parient pour l'honneur. Mais ce pari perdu le ruinait totalement. Au surplus, le parti du gentleman était pris. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Une chambre de la maison de Savillevaux avait été réservée à mademoiselle Aouda. La jeune femme était désespérée. À certaines paroles prononcées par M. Fogg, elle avait compris que celui-ci méditait quelques projets funestes. On sait en effet à quelle déplorable extrémité se portent quelquefois ces Anglais monomanes sous la pression d'une idée fixe. Aussi, Passepartout, sans en avoir l'air, surveillait-il son maître. Mais tout d'abord, l'honnête garçon était monté dans sa chambre et avait éteint le bec qui brûlait depuis 80 jours. Il avait trouvé dans la boîte aux lettres une note de la compagnie du gaz et il pensa qu'il était plus que temps d'arrêter ces frais dont il était responsable. La nuit se passa. M. Fogg s'était couché, mais avait-il dormi? Quant à mademoiselle Aouda, elle ne put prendre un seul instant de repos. Passepartout, lui, avait veillé comme un chien à la porte de son maître. Le lendemain, M. Fogg le fit venir et lui recommanda, en termes fort brefs, de s'occuper du déjeuner de mademoiselle Aouda. Pour lui, il se contenterait d'une tasse de thé et d'une rôtie. Mademoiselle Aouda voudrait bien l'excuser pour le déjeuner et le dîner, car tout son temps était consacré à mettre ordre à ses affaires. Il ne descendrait pas. Le soir seulement, il demanderait à mademoiselle Aouda la permission de l'entretenir pendant quelques instants. Passepartout, ayant communication du programme de la journée, n'avait plus qu'à s'y conformer. Il regardait son maître toujours impassible, et il ne pouvait se décider à quitter sa chambre. Son cœur était gros, sa conscience bourrelée de remords, car il s'accusait plus que jamais de cet irréparable désastre. Oui, s'il eût prévenu M. Fogg, s'il lui eût dévoilé les projets de l'agent Fix, M. Fogg n'aurait certainement pas traîné l'agent Fix jusqu'à Liverpool, et alors... Passepartout ne put y tenir. Mon maître, monsieur Fogg, s'écria-t-il, maudissez-moi. C'est par ma faute que... Je n'accuse personne, répondit Phileas Fogg du ton le plus calme. Allez. Passepartout quitta la chambre et vint trouver la jeune femme, à laquelle il fit connaître les intentions de son maître. Madame, ajouta-t-il, je ne puis rien par moi-même, rien. Je n'ai aucune influence sur l'esprit de mon maître. Vous, peut-être. Quelle influence aurais-je? Répondit mademoiselle Aouda. Monsieur Fogg n'en subit aucune. A-t-il jamais compris que ma reconnaissance pour lui était prête à déborder? A-t-il jamais lu dans mon cœur? Mon ami, il ne faudra pas le quitter, pas un seul instant. Vous dites qu'il a manifesté l'intention de me parler ce soir? Oui, madame. Il s'agit sans doute de sauvegarder votre situation en Angleterre. Attendons, répondit la jeune femme qui demeura toute pensive. Ainsi, pendant cette journée du dimanche, la maison de Savillevaux fut comme s'il eût été inhabité. Et pour la première fois depuis qu'il demeurait dans cette maison, Phileas Fogg n'alla pas à son club quand 11h30 sonnèrent à la tour du Parlement. Et pourquoi ce gentleman se fût-il présenté au Reform Club? Ses collègues ne l'y attendaient plus, puisque la veille au soir, à cette date fatale du samedi 21 décembre à 8h45, Phileas Fogg n'avait pas paru dans le salon du Reform Club. Son pari était perdu.
Il n'était même pas nécessaire qu'il allât chez son banquier pour y prendre cette somme de 20 000 livres. Ses adversaires avaient entre les mains un chèque signé de lui, et il suffisait d'une simple écriture à passer chez Baring Frères pour que les 20 000 livres fussent portés à leur crédit. M. Fogg n'avait donc pas à sortir, et il ne sortit pas. Il demeura dans sa chambre et mit ordre à ses affaires. Passepartout ne cessa de monter et de descendre l'escalier de la maison de Saville Row. Les heures ne marchaient pas pour ce pauvre garçon. Il écoutait à la porte de la chambre de son maître, et ce faisant, il ne pensait pas commettre la moindre indiscrétion. Il regardait par le trou de la serrure, et il s'imaginait avoir ce droit. Passepartout redoutait à chaque instant quelque catastrophe. Parfois, il songeait à Fix, mais un revirement s'était fait dans son esprit. Il n'en voulait plus à l'inspecteur de police. Fix s'était trompé, comme tout le monde, à l'égard de Phileas Fogg, et, en le filant, en l'arrêtant, il n'avait fait que son devoir. Tandis que lui... Cette pensée l'accablait, et il se tenait pour le dernier des misérables. Quand, enfin, Passepartout se trouvait trop malheureux d'être seul, il frappait à la porte de mademoiselle Aouda. Il entrait dans sa chambre, il s'asseyait dans un coin sans mot dire. Il regardait la jeune femme, toujours pensive. Vers 7h30 du soir, M. Fogg fit demander à mademoiselle Aouda si elle pouvait le recevoir, et quelques instants après, la jeune femme et lui étaient seuls dans cette chambre. Phileas Fogg prit une chaise et s'assit près de la cheminée, en face de mademoiselle Aouda. Son visage ne reflétait aucune émotion. Le Fogg du retour était exactement le Fogg du départ, même calme, même impassibilité. Il reste sans parler pendant 5 minutes. Puis, levant les yeux sur mademoiselle Aouda. « Madame, dit-il, me pardonnerez-vous de vous avoir emmenée en Angleterre ?»« Moi, monsieur Fogg ?» répondit mademoiselle Aouda en comprimant les battements de son cœur. « Veuillez me permettre d'achever, reprit monsieur Fogg. Lorsque j'eus la pensée de vous entraîner loin de cette contrée, devenue si dangereuse pour vous, j'étais riche, et je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Votre existence eût été heureuse et libre. Maintenant je suis ruiné. Je le sais, monsieur Fogg, répondit la jeune femme, et je vous demanderai à mon tour. Me pardonnerez-vous de vous avoir suivi et, qui sait, d'avoir peut-être, en vous retardant, contribué à votre ruine? Madame, vous ne pouviez rester dans l'Inde, et votre salut n'était assuré que si vous vous éloigniez assez pour que ces fanatiques ne pussent vous reprendre. Ainsi, monsieur Fogg, reprit mademoiselle Aouda, non content de m'arracher à une mort horrible, vous vous croyez encore obligé d'assurer ma position à l'étranger? Oui, madame, répondit Fogg, mais les événements ont tourné contre moi. Cependant, du peu qui me reste, je vous demande la permission de disposer en votre faveur. Mais vous, monsieur Fogg, que deviendrez-vous? Demanda mademoiselle Aouda. Moi, madame, répondit froidement le gentleman, je n'ai besoin de rien. Mais comment, monsieur, envisagez-vous donc le sort qui vous attend? Comme il convient de le faire, répondit monsieur Fogg. En tout cas, reprit mademoiselle Aouda, la misère ne saurait atteindre un homme tel que vous. Vos amis... Je n'ai point d'amis, madame. Vos parents? Je n'ai plus de parents. Je vous plains alors, monsieur Fogg, car l'isolement est une triste chose. Quoi? Pas un cœur pour y verser vos peines? On dit cependant qu'à deux la misère elle-même est supportable encore. On le dit, madame. Monsieur Fogg, dit alors mademoiselle Aouda, qui se leva et tendit sa main au gentleman, voulez-vous à la fois d'une parentée, d'une amie? Voulez-vous de moi pour votre femme? Monsieur Fogg, à cette parole, s'était levé à son tour. Il y avait comme un reflet inaccoutumé dans ses yeux, comme un tremblement sur ses lèvres. Mademoiselle Aouda le regardait. La sincérité, la droiture, la fermeté et la douceur de ce beau regard d'une noble femme qui ose tout pour sauver celui auquel elle doit tout, l'étonnèrent d'abord, puis le pénétrèrent. Il ferma les yeux un instant, comme pour éviter que ce regard ne s'enfonçât plus avant. Quand il les rouvrit, « Je vous aime, dit-il simplement. Oui, en vérité, par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je vous aime et je suis tout à vous. Ah! S'écria mademoiselle Aouda en portant la main à son cœur. Passepartout fut sonné. Il arriva aussitôt. Monsieur Fogg tenait encore dans sa main la main de mademoiselle Aouda. Passepartout comprit et sa large face rayonna comme le soleil au zénith des régions tropicales. Monsieur Fogg lui demanda s'il ne serait pas trop tard pour aller prévenir le révérend Samuel Wilson de la paroisse de Marie-le-Bonne. Passepartout sourit de son meilleur sourire. « Jamais trop tard, dit-il. Il n'était que 8h05. Ce sera pour demain lundi, dit-il. Pour demain lundi? Demanda M. Fogg en regardant la jeune femme. Pour demain lundi,
répondit mademoiselle Aouda. Passepartout sortit tout en courant. Chapitre 36, dans lequel Phileas Fogg fait de nouveau prime sur le marché. Il est temps de dire ici quel revirement de l'opinion s'était produit dans le Royaume-Uni quand on apprit l'arrestation du vrai voleur de la banque, un certain James Strand, qui avait eu lieu le 17 décembre à Édimbourg. 3 jours avant, Phileas Fogg était un criminel que la police poursuivait à outrance, et maintenant, c'était le plus honnête gentleman qui accomplissait mathématiquement son excentrique voyage autour du monde. Quel effet! Quel bruit dans les journaux! Tous les parieurs pour ou contre qui avaient déjà oublié cette affaire ressuscitèrent comme par magie. Toutes les transactions redevenaient valables, tous les engagements revivaient, et il faut le dire, les paris reprirent avec une nouvelle énergie. Le nom de Phileas Fogg fit de nouveau prime sur le marché. Les 5 collègues du gentleman au Reform Club passèrent ces 3 jours dans une certaine inquiétude. Ce Phileas Fogg qu'ils avaient oublié reparaissait à leurs yeux. Où était-il en ce moment? Le 17 décembre, jour où James Strand fut arrêté, il y avait 76 jours que Phileas Fogg était parti, et pas une nouvelle de lui. Avait-il succombé? Avait-il renoncé à la lutte ou continuait-il sa marche suivant l'itinéraire convenu? Et le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, allait-il apparaître comme le dieu de l'exactitude sur le seuil du salon du Reform Club? Il faut renoncer à peindre l'anxiété dans laquelle, pendant 3 jours, vécut tout ce monde de la société anglaise. On lança des dépêches en Amérique, en Asie, pour avoir des nouvelles de Phileas Fogg. On envoya, matin et soir, observer la maison de Saveluo. Rien. La police elle-même ne savait plus ce qu'était devenu le détective Fix, qui s'était si malencontreusement jeté sur une fausse piste, ce qui n'empêcha pas les paris de s'engager de nouveau sur une plus vaste échelle. Phileas Fogg, comme un cheval de course, arrivait au dernier tournant. On ne le cotait plus à 100, mais à 20, mais à 10, mais à 5, et le vieux paralytique Lord Albermale le prenait, lui, à égalité. Aussi, le fameux soir, le samedi, y avait-il foule dans Pall Mall et dans les rues voisines. On eût dit un immense attroupement de coursiers, établis en permanence aux abords du Reform Club. La circulation était empêchée, on discutait, on disputait, on criait les cours du Phileas Fogg comme ceux des fonds anglais. Les policemen avaient beaucoup de peine à contenir le populaire, et à mesure que s'avançait l'heure à laquelle devait arriver Phileas Fogg, l'émotion prenait des proportions invraisemblables. Ce soir-là, les 5 collègues du gentleman étaient réunis depuis 9 heures dans le grand salon du Reform Club. Les 2 banquiers, John Sullivan et Samuel Fallentin, l'ingénieur, Andrew Stuart, Gauthier Ralph, administrateur de la Banque d'Angleterre, le brasseur, Thomas Flanagan, tous attendaient avec anxiété. Au moment où l'horloge du grand salon marqua 8h25, Andrew Stuart, se levant, dit « Messieurs, dans 20 minutes, le délai convenu entre M. Phileas Fogg et nous sera expiré. » « À quelle heure est arrivé le dernier train de Liverpool » demanda Thomas Flanagan. « À 7h23, répondit Gauthier Ralph, et le train suivant n'arrive qu'à minuit 10. Eh bien, monsieur, reprit Andrew Stuart, si Phileas Fogg était arrivé par le train de 7h23, il serait déjà ici. Nous pouvons donc considérer le pari comme gagné. Attendons, ne nous prononçons pas, répondit Samuel Fallentin. Vous savez que notre collègue est un excentrique de premier ordre. Son exactitude en tout est bien connue. Il n'arrive jamais ni trop tard ni trop tôt, et il apparaîtrait ici à la dernière minute que je n'en serais pas autrement surpris. Et moi, dit Andrew Stuart, qui était comme toujours très nerveux, je le verrai, je n'y croirai pas. En effet, reprit Thomas Flanagan, le projet de Phileas Fogg était insensé. Quelle que fût son exactitude, il ne pouvait empêcher des retards inévitables de se produire, et un retard de 2 ou 3 jours seulement suffisait à compromettre son voyage. Vous remarquerez, d'ailleurs, ajouta John Sullivan, que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre collègue, et cependant, les fils télégraphiques ne manquaient pas sur son itinéraire. Il a perdu, messieurs, reprit Andrew Stuart. Il a 100 fois perdu. Vous savez d'ailleurs que le China, le seul paquebot de New York qu'il put prendre pour venir à Liverpool à temps utile, est arrivé hier. Or voici la liste des passagers, publiée par le Chipping Gazette, et le nom de Phileas Fogg n'y figure pas. En admettant les chances les plus favorables, notre collègue est à peine en Amérique. J'estime à 20 jours au moins le retard qu'il subira sur la date convenue, et le vieux lord Albermale en sera, lui aussi, pour ses 5000 livres. C'est évident, répondit Gauthier Ralph, et demain nous n'aurons qu'à présenter chez Bellwing Frères le chèque de M. Fogg. En ce moment, l'horloge du salon sonna 8h40.
Encore 5 minutes, dit Andrew Stuart. Les 5 collègues se regardaient. On peut croire que les battements de leur cœur avaient subi une légère accélération, car enfin, même pour de beaux joueurs, la partie était folle. Mais ils n'en voulaient rien laisser paraître, car sur la proposition de Samuel Fallentin, ils prirent place à une table de jeu. Je ne donnerai pas ma part de 4000 livres dans le pari, dit Andrew Stuart en s'asseyant. Quand même, on m'en offrirait 3599. L'aiguille marquait en ce moment 8h42. Les joueurs avaient pris les cartes, mais à chaque instant, leur regard se fixait sur l'horloge. On peut affirmer que, quelle que fût leur sécurité, jamais minute ne leur avait paru si longue. 8h43, dit Thomas Flanagan, en coupant le jeu que lui présentait Gauthier Ralph. Puis, un moment de silence se fit. Le vaste salon du club était tranquille, mais au dehors on entendait le brouhaha de la foule, qui dominait parfois des cris aigus. Le balancier de l'horloge battait la seconde avec une régularité mathématique. Chaque joueur pouvait compter les divisions sexagésimales qui frappaient son oreille. 8h44, dit John Sullivan, d'une voix dans laquelle on sentait une émotion involontaire. Plus qu'une minute, et le pari était gagné. Andrew Stuart et ses collègues ne jouaient plus. Ils avaient abandonné les cartes, ils comptaient les secondes. À la 44e seconde, rien. À la 50e, rien encore. À la 55e, on entendit comme un tonnerre au dehors, des applaudissements, des hurrahs et même des imprécations qui se propagèrent dans un roulement continu. Les joueurs se levèrent. À la 57e seconde, la porte du salon s'ouvrit et le balancier n'avait pas battu la 60e seconde que Phileas Fogg apparaissait, suivi d'une foule en délire qui avait forcé l'entrée du club et de sa voix calme. « Me voici, messieurs, » disait-il. Chapitre 37, dans lequel il est prouvé que Phileas Fogg n'a rien gagné à faire ce tour du monde, si ce n'est le bonheur. Oui, Phileas Fogg en personne. On se rappelle qu'à 8h05 du soir, 25 heures environ après l'arrivée des voyageurs à Londres, Passepartout avait été chargé par son maître de prévenir le révérend Samuel Wilson au sujet d'un certain mariage qui devait se conclure le lendemain même. Passepartout était donc parti, enchanté. Il se rendit d'un pas rapide à la demeure du révérend Samuel Wilson, qui n'était pas encore rentré. Naturellement, Passepartout attendit, mais il attendit 20 bonnes minutes au moins. Bref, il était 8h35 quand il sortit de la maison du révérend. Mais dans quel état? Les cheveux en désordre, sans chapeau, courant, courant comme on n'a jamais vu courir de mémoire d'homme, renversant les passants, se précipitant comme une trombe sur les trottoirs. En 3 minutes, il était de retour à la maison de Saville-Row, et il tombait, essoufflé dans la chambre de M. Fogg. Il ne pouvait parler. « Qu'y a-t-il » demanda M. Fogg. « Mon maître, balbutia Passepartout. Mariage, impossible. Impossible? Impossible pour demain. Pourquoi? Parce que demain, c'est dimanche. Lundi, répondit M. Fogg. Non, aujourd'hui, samedi. Samedi? Impossible. Si, 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 s'écria Passepartout. Vous vous êtes trompé d'un jour. Nous sommes arrivés 24 heures en avance, mais il ne reste plus que 10 minutes. Passepartout avait saisi son maître au collet, et il l'entraînait avec une force irrésistible. Phileas Fogg, ainsi enlevé, sans avoir le temps de réfléchir, quitta sa chambre, quitta sa maison, sauta dans un cab, promit 100 livres au cocher, et, après avoir écrasé 2 chiens et accroché 5 voitures, il arriva au Reform Club. L'horloge marquait 8h45 quand il parut dans le grand salon. Phileas Fogg avait accompli ce tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg avait gagné son pari de 20 000 livres. Et maintenant, comment un homme si exact, si méticuleux avait-il pu commettre cette erreur de jour? Comment se croyait-il au samedi soir 21 décembre quand il débarqua à Londres, alors qu'il n'était qu'au vendredi 20 décembre, 79 jours seulement après son départ? Voici la raison de cette erreur. Elle est fort simple. Phileas Fogg avait sans doute gagné un jour sur son itinéraire, et cela uniquement parce qu'il avait fait le tour du monde en allant vers l'est, et eut au contraire perdu ce jour en allant en sens inverse, soit vers l'ouest. En effet, en marchant vers l'est, Phileas Fogg allait au-devant du soleil, et par conséquent, les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait les degrés dans cette direction. Or, on compte 360 degrés sur la circonférence terrestre, et 360 degrés multipliés par 4 minutes donne précisément 24 heures, c'est-à-dire ce jour inconsciemment gagné. En d'autres termes, pendant que Phileas Fogg marchant vers l'est voyait le soleil passer 80 fois au méridien,
Ses collègues restés à Londres ne le voyaient passer que 79 fois. C'est pourquoi ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche, comme le croyait M. Fogg, ceux-ci l'attendaient dans le salon du Reform Club. Et c'est ce que la fameuse montre de Passepartout, qui avait toujours conservé l'heure de Londres, eût constaté si en même temps que les minutes et les heures, elle eût marqué les jours. Phileas Fogg avait donc gagné les 20 000 livres. Mais comme il en avait dépensé en route environ 19 000, le résultat pécuniaire était médiocre. Toutefois, on l'a dit, l'excentrique gentleman n'avait, en ce pari, cherché que la lutte, non la fortune. Et même les 1000 livres restants, il les partagea entre l'honnête Passepartout et le malheureux Fix, auquel il était incapable d'en vouloir. Seulement, et pour la régularité, il retint à son serviteur le prix des 1920 heures de gaz dépensées par sa faute. Ce soir-là même, M. Fogg, aussi impassible, aussi flegmatique, disait à Mademoiselle Aouda: « Ce mariage vous convient-il toujours, madame ?»« Monsieur Fogg, répondit Mademoiselle Aouda, c'est à moi de vous faire cette question. Vous étiez ruiné, vous voici riche. Pardonnez-moi, madame, cette fortune vous appartient. Si vous n'aviez pas eu la pensée de ce mariage, mon domestique ne serait pas allé chez le révérend Samuel Wilson, je n'aurais pas été avertie de mon erreur et... Cher monsieur Fogg, dit la jeune femme. Chère Aouda, répondit Phileas Fogg. On comprend bien que le mariage se fit 48 heures plus tard, et Passepartout, superbe, resplendissant, éblouissant, y figura comme témoin de la jeune femme. Ne l'avait-il pas sauvée, et ne lui devait-on pas cet honneur? Seulement, le lendemain, dès l'aube, Passepartout frappait avec fracas à la porte de son maître. La porte s'ouvrit et l'impassible gentleman parut. « Qu'y a-t-il, Passepartout ?»« Ce qu'il y a, monsieur, il y a que je viens d'apprendre à l'instant. »« Quoi donc? Que nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement ?»« Sans doute, répondit M. Fogg, en ne traversant pas l'Inde, mais si je n'avais pas traversé l'Inde, je n'aurais pas sauvé mademoiselle Aouda, elle ne serait pas ma femme et... » Et M. Fogg ferma tranquillement la porte. Ainsi donc Phileas Fogg avait gagné son pari. Il avait accompli en 80 jours ce voyage autour du monde. Il avait employé pour ce faire tous les moyens de transport, paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphants. L'excentrique gentleman avait déployé dans cette affaire ses merveilleuses qualités de sang-froid et d'exactitude. Mais après, qu'avait-il gagné à ce déplacement? Qu'avait-il rapporté de ce voyage? Rien, dira-t-on? Rien, soit, si ce n'est une charmante femme qui, quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas, pour moins que cela, le tour du monde? Voilà, c'est terminé. J'espère que ce roman vous aura plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve très bientôt pour un nouveau roman. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. À très bientôt. Bye bye.